notre rencontre, en effet, et c'est, je pense, qui atteste l'importance de l'œuvre de Madeleine Robert-Hue, la réunion de trois générations. La génération, cher Michel, cher Antoine, de Madeleine, qu'il avait connue et qui nous avait formés. Quand je dis nous, c'est la mienne, la deuxième génération donc. Et puis les élèves des élèves qui sont aussi là. Et alors, comme dans les fratries, vous savez, la génération du milieu est la plus mal placée, puisque elle est toujours en quête de légitimité auprès de la génération qui l'a formée, et elle est déjà basculée du côté du passé par la génération qui pousse, chère Patricia, et qui considère que nous avons déjà fait notre temps. En quoi elle a sans doute d'ailleurs raison. Je voudrais donc maintenant engager très rapidement une brève réflexion. Donc nous aurons une dizaine de minutes chacun autour d'une table ronde qui est centrée sur le volet politique de l'œuvre de Madeleine Robert-Hue. Et pour introduire cette table ronde, je voulais m'interroger sur ce qui a été pour moi, évidemment, le cœur de l'œuvre de Madeleine Robert-Hue, en tant que chercheur, en tant qu'historien, qui a été sa contribution majeure, naturellement, à l'histoire du socialisme. Je pense qu'il faut d'abord faire une remarque qui me semble importante pour comprendre en quoi elle a été innovante dans ce secteur historiographique-là. C'est que Madeleine Robert-Hue, et elle l'a fait avec une certaine force, ne s'est jamais présentée comme une théoricienne. Elle resta en effet toujours à l'écart des grands débats historiographiques, tout en les suivant d'un peu loin, il faut bien le dire, mais avec une perplexité plus ou moins dissimulée. Je crois qu'elle reconnaissait dans les débats historiographiques comme une espèce de vanité. Elle préférait être de plein pied avec l'histoire. Elle préférait apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets, c'est-à-dire, à ses yeux, des problèmes essentiellement politiques. Et à l'inverse d'autres de sa génération, on pourrait reconnaître, dans les sciences sociales en général d'ailleurs, elle n'a jamais donc été placée à la tête d'une école, au moment même où se multipliaient, dans les années 70 et 80, des proclamations et des programmes historiographiques de tout encre. Aucun de ces programmes ne l'a véritablement retenu. Il n'en demeure pas moins que par ses écrits, je dirais davantage encore par son enseignement, par ses formulations épicées dont elle avait le secret, qu'elle jetait au détour d'un séminaire, d'une simple conversation, l'apport de Madeleine Robert-Hue à l'historiographie du socialisme doit être apprécié à sa juste valeur. Encore une fois, pas de grand discours chez elle sur le sujet, mais en parcourant son œuvre, on s'aperçoit, sans trop de risque d'emphase, qu'elle fut au moins tout aussi innovante que d'autres qui ont été, eux, moins discrets dans la publicité de leurs innovations qu'elle ne le fut, elle, Madeleine Robert-Hue. Alors en quoi l'auteur de La République radicale a-t-elle bousculé une historiographie qui avait déjà quelques lettres de noblesse? Il faut le rappeler, dans les années 50, les travaux universitaires de bonne facture, je pense à Jean Métron, mais aussi à d'autres peut-être moins connus, Édouard Doléance, et d'une certaine manière Maurice Domanget, instituteur et érudit, auteur prolifique d'ailleurs de ces études érudites, avait déjà commencé à débroussailler une histoire qui s'était beaucoup écrite avec des perspectives militantes. Et dans les 2 décennies suivantes, 60 et 70, Madeleine a en quelque sorte prolongé cette première historiographie qui avait une légitimité, qui commençait à avoir une légitimité universitaire, ou même par une histoire culturelle du mouvement socialiste. Et c'est peut-être là qu'on pourrait déjà sentir ce qu'elle a apporté. L'histoire culturelle, il faut le dire, lorsqu'elle se lance dans ce programme-là, n'était pas encore au rang des grands courants historiographiques comme elle l'a été après, dans les années 80. Marion Fontaine rappelait tout à l'heure à raison que Madeleine Robert-Hue faisait de l'histoire
mondiale ou connectée, je ne sais trop, avant d'en faire, eh bien, avant qu'on en fasse du moins officiellement, il en va un peu de la même chose pour l'histoire culturelle. Elle a fait donc de l'histoire culturelle du socialisme, comme M. Jourdain de la prose, et elle n'en fut pas moins efficace dans la mise au jour de problématiques et de documentation, j'en dirai un mot, nouvelle. À son image, donc, l'histoire du socialisme, telle qu'elle est écrite, est flamboyante. Cette historiographie, elle scintille, on pourrait dire, à la lumière d'une vaste culture qui insère le socialisme dans un ensemble culturel, national et international dont il se nourrit. Autrement dit, chez elle, le socialisme n'est pas un isolat. Son historiographie ne doit donc pas être une spécialité. Son étude, au contraire, exige de vastes connaissances qui débordent le socialisme, connaissances sans lesquelles il serait impossible de reconstituer son contour. Et c'est précisément ce qu'atteste son œuvre, dont les centres d'intérêt, on l'a rappelé, sont multiples. Curiosité d'ailleurs, sans doute renforcée par son passage au musée d'Orsay, et évidemment adossée à son expérience militante. Mais quelle histoire culturelle? Les prédécesseurs, qui étaient été militants ou non de Madeleine Robériou, n'avaient pas été indifférents à la culture socialiste. Mais cette culture était surtout saisie par le versant d'une histoire des idées, démarche qui permettait de distinguer des identités politiques contrastées et parfois, nous le savons, rivales. Maurice Domanget, certes, avait lui aussi consacré des travaux à la dimension symbolique, culturelle, donc du socialisme, drapeau rouge ou 1er mai. Mais Madeleine Robériou a élargi le spectre de ce champ d'études déjà vaste. Et elle a orienté l'histoire du socialisme vers l'analyse de pratiques culturelles. Et elle a cherché à comprendre, au fond, c'est là son objet, je crois, principal, ce que signifiait être socialiste. C'est une question d'ailleurs de haute actualité, comme on peut le deviner. Et être socialiste, eh bien, c'est militer, c'est conférencer, comme on le disait à l'époque, à la fin du XIXe siècle, participer à des congrès, fonder et animer des revues, créer et enseigner dans des écoles de parti, etc., etc. Et nombreux sont les travaux publiés ou initiés par elle qui n'ont d'autre ambition que de détailler le travail quotidien du socialiste, quel que soit son statut. Modeste adhérent d'un groupe, responsable fédéral ou national, intellectuel de revue. L'étude des revues, dont on sait le succès dans les années 80, lui doit donc beaucoup. Elle en a fait, comme nous le savons, l'un des hauts lieux de la production des idées socialistes, mais aussi de la mobilisation des clercs au sein d'un mouvement qui aspirait d'abord à entraîner les ouvriers et les classes sociales les plus démunies. Mais plus généralement encore, elle s'est attachée à dégager des relations que le mouvement socialiste entretenait avec la culture, que celle-ci soit savante ou populaire, comme on le désignait encore dans les années 60 et 70. Moins encline à entrer dans l'analyse des débats théoriques que d'autres chercheurs comme Georges Haupt, elle a porté la lumière sur les rapports des socialistes à la littérature et aux arts, et c'est dans ce sillage que d'autres sont venus s'inscrire pour compléter ces premières pistes qu'elle avait ouvertes. Et là encore, évidemment, la vice-présidente de l'établissement public du musée d'Orsay dans les années 80, et surtout, ou autant, la passion de Madeleine Robériou pour la littérature mondiale, ont beaucoup contribué à désenclaver la culture des socialistes pour la replacer dans une histoire culturelle plus vaste et plus englobante. Ces objets, cette façon de faire, appelait naturellement de faire appel à une documentation nouvelle qui ne pouvait se limiter aux comptes rendus de congrès, aux articles de journaux, aux discours d'assemblée, aux livres et aux brochures. On peut reste remarquer qu'elle n'a jamais manqué de souligner le fait que ces sources classiques de l'histoire politique étaient des objets matériels. Dans le même temps où, nous savons, s'affirmait peu à peu une histoire des cultures matérielles, Madeleine Robériou a soin d'observer les conditions pratiques et donc matérielles de l'action socialiste. Thématique de recherche qui court, il faut le noter discrètement, tout au long de son œuvre. C'est ainsi que elle a été attentive
à la récolte d'archives plus périphériques. Gilles Candard s'en souvient, archives militantes, archives privées, correspondances, journaux, etc., cartes postales, et aussi carnet de Marcel Cachin, dont elle a été une des maîtres d'œuvre. Pour ma part, je me souviens qu'elle m'avait apporté un lot d'archives concernant l'école socialiste créée en 1909, dont j'ignore d'ailleurs toujours tout du propriétaire. Elle m'avait dit « c'est un vieux militant qui m'a donné cela ». Alors, ce que l'on pourrait considérer comme un grand dépoussiérage de l'histoire du socialisme, grâce à la mise en œuvre de ce programme d'histoire culturelle, il s'applique aussi à Jaurès. Et Madeleine Rebériou, comme à son habitude, rend vie au passé. Et grâce à elle, et à sa fulgurante énergie, la formule traditionnelle peut être aisément retournée. Le vif saisit le mort, chez Madeleine Rebériou. Du leader charismatique, mais un peu figé dans une mémoire paralysante qu'a été Jaurès, elle s'emploie au contraire à dégager une personne, avec ses passions, avec ses grandeurs, avec ses petites misères aussi, avec ses contradictions, ses intérêts, ses enthousiasmes, et aussi ses souffrances. Et la lecture de Jaurès qu'elle a pratiquée réalise en quelque sorte une incarnation. Elle donne corps à une voix, un corps qui d'ailleurs parfois défaille ou s'empêtre dans ses maladresses. Et il a donc fallu casser ce mythe dans un contexte politique et suivant une histoire politique aussi à laquelle Madeleine Rebériou était partie prenante de la fin de la guerre d'Algérie à l'installation durable de la gauche au pouvoir à la fin du siècle dernier. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faudrait associer les différentes facettes et sans doute même les différentes interprétations qu'elle a données de Jaurès. Car, tout en travaillant en historienne sur l'œuvre et l'action de Jaurès, Madeleine Rebériou a fait de Jaurès notre contemporain. S'en prendre au mythe, donc. En finir avec la synthèse jaurétienne, je crois que c'était une des formules qu'elle détestait particulièrement. Mettre à bas le méridional à la barbe drue qui parle fort et clair devant des foules médusées. Cette partie de la vérité est pour elle insuffisante. Elle appelle d'autres regards, plus nuancés, plus complexes. Et les nombreux textes qu'elle a consacrés à Jaurès n'ont cessé, je crois, de dénoncer toutes les simplifications, les récupérations dont il a été l'objet, y compris à gauche. Le Jaurès qu'elle nous décrit est un Jaurès en mouvement, qui évolue face aux situations qu'il affronte, qui colore son discours selon les publics auxquels il fait face. Il est fidèle, certes, à quelques principes fondamentaux, enracinés, mais dans une culture républicaine, mais il est sensible aux reconfigurations sociales et politiques. Autrement dit, jamais chez elle, Jaurès n'est enfermé dans un carcan idéologique qui le définirait. En témoigne, par exemple, l'analyse qu'elle fait des relations aux écrits de Marx, en témoigne aussi l'interprétation très subtile de la marche au socialisme de Jaurès, qu'il ne relève en rien, selon elle, d'une conversion sous l'Empire de l'influence de Lucien R, comme le défendait une version classique de l'histoire de Jaurès. Voilà, je m'arrête là. Il y aurait aussi, évidemment, le volet qui a été important, mais déjà ouvert par Georges Haupt, de l'internationalisation du socialisme, auquel elle a aussi contribué, en particulier dans l'histoire générale du socialisme de Jacques Droz, mais peut-être est-ce là un point que nous aurons l'occasion de retrouver. Voilà.